Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle interview confinée, 14e épisode de ces interviews confinées, émission spéciale, émission particulière, vous le savez, vous l'avez découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. J'ai à mes côtés des invités exceptionnels pour cette émission. Je vous rappelle bien évidemment avant de démarrer, vous le voyez en bas de votre écran, vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews confinées sur le groupe des mordus de la course de côte et restez connectés bien évidemment parce qu'il y aura de toutes nouvelles interviews. Je vous fais le tour de mes invités que vous découvrez sur votre écran. On va commencer par celle qui a été considérée comme la grande dame de la course de côte, qu'on a surnommée la reine des montagnes, championne de France de la montagne 2e division en 1984. Vous la connaissez bien évidemment, il s'agit d'Anne Bavré. Bonjour Anne. Bonjour Pierre et bonjour à tous. Bon, merci beaucoup d'être à nos côtés. Je vais passer à mon deuxième invité de ce soir, là aussi. Un très grand nom de la course de côte, une légende de la discipline. 5 fois champion de France de la montagne, notamment entre 2000 et 2004. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Bernard Chambéraud. Bonjour Bernard. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bon, et puis on a également un invité très spécial ce soir avec nous. Alors sur le papier, vous vous dites, mais quel est le rapport entre cet invité et la course de côte? Mais vous allez en apprendre davantage. Il s'agit de Julien Febvreau. Salut Julien. Salut Pierre et salut à tous. Bon, merci à tous les trois d'être à mes côtés. Ça me fait très plaisir de vous avoir pour cette interview exceptionnelle. Je vais vous poser ma première question. Comment ça se passe pour vous, le confinement? Bernard, dites-nous tout. Mais pour moi, ça se passe assez bien. Je suis assez retiré. Je suis un peu loin de Grenoble, donc un petit peu en campagne. Et je suis dans une maison avec un parc et ça m'occupe énormément. Il y a les taillages de haies, il y a tout ce qu'il faut, il y a la voiture à s'occuper malgré tout. Donc, le temps passe très vite pour moi. Et oui, la voiture, on en reparlera tout à l'heure, mais vous avez depuis quelques temps un petit peu de boulot sur la planche. Julien, comment ça se passe pour toi le confinement? Dis-nous tout. Eh bien, ça se passe plutôt bien. J'ai la chance de pouvoir travailler dans cette période. Alors, pas sur la Formule 1 parce qu'il n'y a pas de Grand Prix. Il n'y a pas de Grand Prix en ce moment. Mais par contre, eh bien, j'ai pris des activités à CNews, qui est notre chaîne d'information du groupe Canal+. Et du coup, je fais du reportage pour CNews depuis 4 semaines maintenant. Donc, ça me donne l'occasion de bouger pas mal en prenant un maximum de précautions, évidemment, mais de rester actif. Et ça permet de s'occuper un peu l'esprit en attendant que les Grands Prix de Formule 1 reviennent. Bien sûr, et on peut te retrouver tout au long de la journée sur CNews. Justement, on te découvre sous une autre casquette pour le coup. Anne, comment ça se passe pour vous le confinement? Ça se passe très bien. Je vis auprès de ma mère dans une maison à Fontainebleau avec un grand jardin au centre-ville. Donc, je suis une privilégiée et j'ai de quoi m'occuper. Je ne me suis jamais ennuyée. La seule chose qui me manque vraiment, c'est le sport et mon sport actuel, c'est le golf. Alors, j'ai installé un grand filet dans mon jardin et je tape des balles dans le filet. C'est pas mal, hein, ça, à défaut de pouvoir aller sur le green, ça vous permet de faire quelques balles. Hein. Absolument, mais le parcours me manque, à marcher, faire du sport, c'est important. Bien sûr. On reparlera justement de tout ça parce que c'est vrai que le golf, c'est souvent une des disciplines utilisées par les anciens pilotes. Hein. Souvent, il y a une passerelle entre le sport auto et le golf. Anne, si vous le voulez bien, on va commencer par vous. Je vais vous demander de rester avec moi. Honneur aux dames, bien évidemment. On va revenir sur votre carrière, sur votre parcours. Et je voudrais justement démarrer par ça. C'est vrai qu'à la base, si je ne m'abuse, vous n'êtes pas issu d'une famille de sport automobile. Hein. C'est vrai que vous avez découvert un peu le sport auto sur le tard et notamment par l'intermédiaire de votre mari. C'est bien ça, Anne? Oui, absolument. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai très envie de conduire. Mais ce n'était pas du tout… Si, mon père était très, très grand amateur de voitures. Il a fait même le rallye de Charbonnières en son jeune temps. Mais je n'ai jamais assisté à une course de ma vie. Je n'ai jamais été plongée là-dedans. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas nouveau dans ma tête, mais dans les faits, complètement. Oui, j'étais complètement novice. Oui, bien sûr. Et je crois, alors si je ne vous dis pas de bêtises, bien évidemment, mais je crois que vous découvrez le sport automobile sur la neige avec une Auto Bianchi A112 à l'âge de 21 ans. Hein, c'est un petit peu ça l'idée? Ah ben, vous en savez des choses. Ah, j'ai révisé quand même, j'ai révisé. Et oui, c'était avec Bob Néret, qui était un de mes amis qu'on retrouvait chaque week-end à Megève pour faire du ski.
Et lors d'une danse dans une boîte de nuit, je lui ai dit que j'avais envie de faire du sport automobile. Il m'a dit, qu'à cela ne tienne, je te ferai faire un essai. J'ai dit, j'ai une petite Auto Bianchi A110. J'avais jamais conduit sous la neige et je me suis retrouvée sur un tapis de neige vierge sur une partie du Monte-Carlo. Voilà, Bon, c'est comme ça que ça a commencé, plus ou moins. c'est pas mal comme école quand même. Hein, c'est pas la plus simple, mais c'est formateur. C'est formateur. Il m'a dit que j'étais complètement folle et donc je me suis dit que j'avais raté mon examen de passage. Et finalement, le lendemain, il m'a dit qu'il m'offrait tout, sauf la voiture, mais avec 50% de réduction. Bon. Et mon mari m'a répondu, je veux garder ma femme en vie, donc il est interdit d'aller faire du sport automobile. Voilà, Alors, ça a commencé comme ça, mais je me suis rattrapée plus tard. ça a commencé comme ça, mais malgré tout, alors à l'époque, voilà, effectivement, faire du moderne, c'était pas le plan du moment. Par contre, vous vous êtes quand même rapidement engagé dans ce qu'on appelait à l'époque le VEC, qui est l'équivalent du VHC, hein, on peut le Et dire. oui, c'était le véhicule d'époque de compétition. Voilà. Et donc, vous allez démarrer en fait votre carrière par le VEC. Hein. Voilà, et grâce à mon mari qui avait une très belle collection de voitures anciennes et de voitures de course qu'il mettait à ma disposition. Et en fait, j'ai failli gagner ce championnat, mais malheureusement, mon mari a refusé que j'aille courir la dernière épreuve. Et ce qui m'a fait perdre le championnat, j'ai terminé deuxième au lieu de terminer première. C'est dommage parce qu'il pleuvait et j'étais bien équipée pour la pluie. Bon, bah oui, mais bon, vous êtes largement rattrapé par la suite. On y reviendra dans quelques instants. Entre-temps, en 1975, je crois que vous avez participé au volant Elf, notamment sur le circuit Paul Ricard. Malheureusement, les 5 premiers pilotes étaient qualifiés. Vous avez terminé 6e. Et dans les 5, il y avait un certain Alain Prost. C'est ça? Pas trop Exactement, connu. c'est comme ça que nous avons fait connaissance et que nous sommes devenus amis d'ailleurs. Effectivement, et d'ailleurs, moi je n'y connaissais rien, mais quand je l'ai vu tourner, j'ai tout de suite vu que ce serait un très grand pilote. C'était tout de suite identifié. Ouais, mais tous ceux qui l'ont effectivement côtoyé à l'époque le disent. Et puis bon, vous n'êtes pas trompé hein, pour le coup quand on voit la carrière derrière d'Alain Prost, bien évidemment. Et puis, alors, je voudrais revenir sur un élément très très important de votre carrière, Anne, puisque donc vous étiez en véhicule historique, vous êtes passé par la suite en moderne, et vous avez rencontré à un moment donné quelqu'un qui a, je pense, changé un petit peu votre carrière, c'est Juan Manuel Fangio. Hein, c'est bien ça? Exactement. D'ailleurs, ça avait fait l'objet d'un grand article dans l'Équipe à l'époque, en dernière page. J'ai rencontré Juan Manuel Fangio lors d'un Grand Prix Bugatti qui avait lieu à Deauville. Et en fait, j'ai terminé deuxième avec un Bugatti en rodage. Et quand on connaît la fragilité de ses moteurs, c'est tout dire. De toute façon, devant, j'avais quelqu'un qui pilotait très bien et une Bugatti plus puissante que la mienne. Et quand je suis arrivée, je n'étais pas encore sortie de la voiture, qu'une dame s'est avancée et m'a dit « Juan Manuel Fangio voudrait vous parler, pouvez-vous le rejoindre à l'hôtel ?» Je me suis demandé si je rêvais ou quoi que ce soit. Et je suis allée le rejoindre. Nous étions dans le même hôtel. Je suis allée le rejoindre là-bas. Et il ne parlait pas français, donc cette dame a tout traduit. Et il m'a dit, mais écoutez, je vous ai vu piloter, vous ne pouvez pas en rester là, vous devez vous lancer en Formule 1. Bon, il ne se rendait pas compte que la Formule 1, on n'y entrait plus comme ça. Mais si j'ai reçu un compliment dans le domaine de l'automobile une fois, c'est bien de Juan Manuel Fangio, effectivement. Bon, ben c'est pas le plus mauvais des compliments pour le coup, parce que bien évidemment c'est quelque chose qui comment dire qui est marquant quoi. Ça c'est sûr. C'est un très beau souvenir. Bien sûr, ben je l'imagine. Et donc à ce moment-là, ben, fort de ce comment dire de ce retour de la part de Juan Manuel Fangio, finalement il y a une porte qui s'ouvre quand même, puisque avec le concours de votre mari, vous décidez de vous lancer finalement en monoplace alors que c'était pas le plan initial et vous choisissez la course de côte. Pourquoi cette discipline et pas une autre? Alors, d'abord, la course de côte, parce que je n'avais pas les moyens de faire autre chose, que je suis plutôt quelqu'un qui aime les courses courtes que les courses très longues. Les rallyes, il fallait partir très longtemps. Je suis une pilote féminine un peu d'exception, en ce sens que j'avais 3 enfants quand je me suis lancée. Aucune, à ma connaissance,
ni Michel Mouton, ni autre femme s'est lancée dans le sport automobile pour une carrière, disons, de championnat de France au minimum, avec 3 enfants. Donc, c'était un peu exceptionnel. Mais bon, c'était dans mon tempérament. Ça fait très longtemps que je voulais en faire. Et j'ai réussi à convaincre mon mari. Donc, la course de côte, c'est ce qui me faisait m'éloigner le moins possible de chez moi. Et puis, la monoplace, parce que j'ai toujours eu envie d'être dans une monoplace. C'était une idée préconçue, inexplicable. Mais c'était bien ce que j'avais senti et c'était bien ce pourquoi j'étais faite. Bah, pour le coup, vous n'êtes pas trompé hein, quand on voit Je ne suis pas trompée. le palmarès et le reste, l'appétence que vous avez eue pour piloter ce genre de monoplace. Alors, je crois que vous démarrez, Anne, en course de côte avec une marche hein, en F2, hein, c'est bien ça? C'est ça, vous êtes très bien renseigné d'ici. Ouais, ben, j'ai essayé de réviser au mieux quand même. Hein. Je reçois mes invités de la meilleure des manières possibles, bien évidemment. Et donc, à ce moment-là, c'est la chasse aux sponsors parce qu'il faut trouver des partenariats. Bien évidemment, le sport automobile, on le sait, c'est une discipline qui est coûteuse. Et vous passez notamment cet accord avec Primagaz, parce qu'on vous connaît bien sûr sous ces couleurs-là. Racontez-nous comment ça se passe justement, l'arrivée dans la discipline, comment vous faites pour trouver des nouveaux partenaires, pour financer votre carrière, etc. etc. Alors ça, c'est vraiment le plus compliqué et le plus horrible, je dirais, du métier de pilote automobile. Et je dirais même que c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Parce que la recherche de sponsors, c'est un parcours du combattant. Et donc, moi, j'ai commencé avec l'argent de mon mari, tout simplement. Et j'avais une remorque, j'avais une voiture qui avait été achetée chez Pierre Maublanc, représentant à l'époque, qui m'a beaucoup aidée. Voilà, c'était avec l'argent de mon mari. Et puis je me suis fait remarquer. Bon, malheureusement, j'ai fait une très très grosse sortie de route à Turckheim la première année, en 1981, si mes souvenirs sont bons. Et donc, j'ai loué une Porsche à Alméras. J'avais jamais conduit une Porsche de ma vie. Et je me suis pointée à la course de côte de Limonest, qui est à Lyon, en fait. C'est Lyon, c'est comme j'habitais Lyon, c'était pratique. Alméras étant à Montpellier, c'était pas très loin. Et j'ai gagné ma catégorie. Donc, j'en suis pas revenue. Mais malgré cette victoire qui était quand même fantastique pour moi, qui débutait en course de côte, qui n'ai jamais conduit, piloté une Porsche, c'était formidable et pourtant, ça ne me disait rien de plus. Ce que je voulais, c'était une monoplace. Je tenais à une monoplace. Donc, j'avais commencé à me faire remarquer quand même en monoplace, malgré tout. Et j'ai commencé à chercher des sponsors. Il y en a un jour qui m'a répondu, écoutez, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous, mais si jamais vous arrêtez sport automobile, je vous embauche tout de suite pour vendre mes produits. Ça s'est terminé comme ça. Bon, c'est déjà ça, hein, c'est déjà ça le prix à l'instant T. Puis quand on voit quand on prend un petit peu de recul, on voit que c'était pas forcément la bonne réponse à apporter de la part de ce sponsor. Alors, vous restez donc en monoplace, vous restez en Formule 2 et va démarrer à un moment donné la grande époque, je dirais, de l'équipe avec Marcel Tarès. Marcel Tarès, 10 fois champion de France de la montagne. Comment ça s'est fait? Comment vous avez noué les liens avec Marcel et comment justement la légende de la course de côte s'est construite ainsi? Le point commun, c'était peut-être Pierre Maublanc, parce que Pierre Maublanc m'a vendu ma première voiture, qui avait d'ailleurs un énorme défaut, c'est pour ça que j'ai fait une très grave sortie de route. Mais Marcel Tarès courait dans l'équipe de Pierre Maublanc. Donc nous nous sommes rapprochés et de là est partie notre association. Quand il a quitté Pierre Maublanc, il s'est occupé de moi. Mais même un peu avant Pierre Maublanc, il m'a aidé à reconnaître. Quand même, je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à Marcel Tarès parce que certes, il tenait pas le volant comme il l'a dit un jour, mais il m'a appris le métier, il m'a permis d'avoir de bonnes voitures. Donc ça a été très déterminant dans ma carrière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est voilà encore une fois l'équipe que vous avez menée avec
avec Marcel Tarès. C'est aujourd'hui voilà, une des légendes de la discipline, avec de nombreuses très, très grosses performances. Alors, vous avez été notamment championne de France, je le disais tout à l'heure, en deuxième division. C'était en 1984. Et pas mal de podiums, notamment sur des courses européennes, voilà, avec à la fois des très, très grosses performances. Si vous deviez retenir, je sais pas, un souvenir de toute cette époque, Anne, ça serait lequel? De l'époque de la course de côte? Ouais, de la course de côte avec Marcel Tarès, avec voilà, toutes ces années-là. Ah, c'est difficile parce que j'en ai beaucoup. Peut-être le jour où j'étais sur la ligne de départ comment ça s'appelait là où se trouve notre ami le vigneron, là, Bernard Chambéraud va m'aider. À Marchand. Boyeux-Saint-Jérôme. Ah oui, Boyeux-Saint-Jérôme. Oui, oui, voilà, à Boyeux-Saint-Jérôme. Eh bien, à Boyeux-Saint-Jérôme, j'étais sur la ligne de départ. Et dans ces cas-là, on est quand même un minimum stressé, on est très concentré. En plus, la route était, comme on dit, gramouillée, hein, c'est-à-dire pas très sèche, pas très mouillée non plus, enfin, très dangereuse. Et tout d'un coup, on me fait signe d'arrêter le moteur. Et je vois au bout de quelques temps une ambulance, et c'était Marc Régal qui était dans l'ambulance et qui s'était craché dans l'enfilade des virages d'en bas qui se passent tous à fond. Et ça, sur le plan nerveux, ça vous met à dure épreuve. Et j'ai quand même fait une très belle montée, j'ai quand même terminé sur le podium. Donc j'étais contente d'avoir réussi à me maîtriser sur une course très, très compliquée, très difficile, très, très rapide. Et malgré on est quand même un peu refroidi quand on voit son copain qui est dans l'ambulance et qui s'est craché à 200 à l'heure sur un rocher, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est toute la difficulté en plus des épreuves comme la course de côte, le rallye, où quand ça sort devant et qu'on est derrière sur les lignes de départ, ça met un petit peu le trouble dans l'esprit, quoi. Ça, c'est certain. C'est peut-être pas le meilleur souvenir, mais le meilleur souvenir, c'est quand même d'avoir gagné le championnat de France de deuxième division. Bien sûr, bien sûr. Tout sexe confondu, je précise. Ah oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on distingue les titres. Parce que j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Voilà. J'ai le titre de championne de France féminin qui m'intéressait que pour les sponsors. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être sur le podium, quoi. Bien sûr. Le fait d'être toujours première en deuxième division, mais deuxième derrière Marcel Tarès, à la fin, ça se bagarrait entre Marcel et moi, quoi. Donc, c'était quand même des beaux souvenirs. Bien sûr, c'est clair. Alors, justement, je voudrais qu'on parle de l'après-course de côte parce qu'il y a eu, à un moment donné, une suite. Vous avez quitté la discipline, mais vous êtes resté finalement coéquipière de Marcel, et notamment du côté de l'endurance avec les coupes Alfa Romeo, hein, c'est ça, Anne? Alors, c'est pas de la longue-durance. Enfin, c'est par rapport à la course de côte, c'est plus long. Ouais. Mais j'avais l'habitude, puisqu'en VEC, j'ai couru déjà sur des circuits. Je ne faisais pas équipe avec Marcel Tarès en circuit. J'avais ma propre équipe et j'ai débuté avec une voiture que j'avais jamais conduite, jamais pilotée, sur un circuit que je connaissais, heureusement, de Nogaro. J'ai même pas pu boucler un tour d'essai parce que je suis tombée en panne au premier quart du tour complet. Donc, normalement, je ne devais pas prendre le départ. On m'a fait partir en dernière ligne. J'ai terminé 4e et j'avais le record du tour. C'était à Nogaro, juste après, effectivement, en 91, juste après avoir arrêté la course de côte. Ah ouais, il me semblait que vous étiez avec Marcel encore à ce moment-là, d'où l'information que j'ai communiquée. Non, c'est pour ça que j'étais contente de gagner le record du tour contre lui parce qu'il était présent. Bien sûr. C'est vrai, c'est sûr, ça doit faire plaisir. Je crois que vous roulez en Coupe Alpha jusqu'en 1993, hein, c'est ça, Anne? Pardon? Vous roulez dans cette discipline jusqu'en 1993? Non, j'ai dû arrêter en 91 parce que j'ai appris qu'il y a un des sponsors principaux qui allait me lâcher. D'accord. Okay. Donc, j'ai arrêté. Je n'ai pas voulu avoir des problèmes financiers avec mes sponsors. J'ai au contraire rendu l'argent qui m'avait été versé. Et puis, j'ai arrêté le sport automobile carrément à ce moment-là.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En tout cas, c'est la fin de votre carrière en sport auto. Et depuis, alors, est-ce que vous avez jamais eu, je ne sais pas, l'idée de revenir, peut-être, pourquoi pas en VHC, pourquoi pas sur une autre discipline, ça vous a jamais trotté un petit peu à l'esprit? Ça a été très très dur pour moi quand j'ai quitté le baquet de la Formule 2. J'en ai, je dois dire, pleuré vraiment sur place. C'était horrible. Et du coup, j'ai tourné la page, je me suis lancée dans autre chose. Je suis revenue au golf parce que j'avais commencé le golf avant le sport automobile. Et donc, je suis revenue au golf et j'ai essayé d'oublier et j'ai complètement coupé. Voilà. Donc, l'idée de revenir, j'ai banni ça, surtout que j'ai divorcé en plus. Donc, c'était compliqué pour moi. C'était très Oui, compliqué. bien sûr. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que je l'entends de nombreux anciens pilotes, c'est vrai que quand on se met dans le golf aussi, on retrouve ce côté un peu concentration du sport auto. C'est pour vous un échappatoire, une façon de combler un peu le sport auto aussi, j'imagine? Oui, mais c'est aussi le plaisir de retrouver la compétition. Parce que l'esprit de compétition, j'ai vieilli physiquement, mais dans ma tête, j'ai toujours l'esprit de compétition. Et ce que j'aime, c'est faire des compétitions de golf. Donc, j'avais été sélectionnée pour le championnat de France senior il y a 2 ans. Et je ne me passe pas de compétition. Je m'ennuie si je n'ai pas de compétition de golf à faire. Voilà. Alors en ce moment, il n'y a même pas de golf du tout, vu qu'on est confiné. Mais ça va bientôt, le 12 mai, ça doit reprendre. Et les compétitions reprendront cet été. Je ne manquerai pas de me réinscrire aux compétitions. Eh bien, on suivra ça. Voilà. À défaut de pouvoir vous retrouver en sport auto et en course de côte, on essaiera de suivre le rendez-vous et pris vos performances en golf. Anne, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vais maintenant me tourner vers mon deuxième invité de ce Merci soir. à Là vous. aussi, c'est encore une légende du sport automobile, une légende de la course de côte. Il s'agit de Bernard Chambéro. Bernard, on va parler pareillement de vos débuts en sport automobile. Je crois que vous démarrez par le slalom, hein, c'est ça Bernard, je ne dis pas de bêtises. Exact, oui, en 70. Donc, je commence en slalom avec une R8 Gordini. Bon, les résultats commençaient à être très bien. Donc, l'année d'après, je change d'auto. Je prends une Mercadier 1300. J'ai toujours été par étapes. Hein. Mercadier 1300 pendant 2 ans où je remporte des scratchs dans toutes les courses régionales. Je remporte tout pratiquement autour de chez moi. En 76, je pars sur une Chevron à moteur 2 litres. Je fais 2 saisons avec. Je remporte une dizaine de scratchs. Je parle en régional toujours. En régional. Jusqu'en 80. Bon, je suis resté très, très régional longtemps. C'est une personne qui me dit ça serait bien que tu fasses le Mont d'Or. C'est le Monaco de la course de côte. Et c'est là que tu peux te faire remarquer, tout ça. Et là, à cette époque-là, j'avais une Lola T292 que j'avais rachetée à Patrick Gasquet. Donc, je vais à la course de côte du Mont d'Or. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai été très, très impressionné quand j'ai vu le parc qu'il y avait de 300 voitures. On était 35 protos au départ. J'ai dit, ça va être très compliqué pour moi. Et j'ai essayé de me concentrer au maximum. Et puis le résultat était très bon. C'était la course qui comptait pour le championnat d'Europe. Et je termine deuxième au scratch du championnat d'Europe. Enfin, de la course comptant pour le championnat d'Europe. On rappelle qu'à l'époque, les sports proto marquaient des points en championnat d'Europe et pas forcément les monoplaces. Hein. Voilà, ouais, donc du coup, ça vous permettait. Voilà. C'est pour ça que j'avais fait le scratch en championnat d'Europe et j'avais terminé 6e championnat de France. Tellement qu'il y avait de la Formule 2 à l'époque, il y avait vraiment de gros clients. Et donc là, à ce moment, oui, bah oui, du coup, dont Anne, bien sûr, qui était dans le coin. Oui. À ce moment-là, comment vous le vivez du coup? Parce qu'effectivement, vous étiez, je dirais, abonné aux courses de côte régionales. Oui. C'est un déclic pour vous, j'imagine, à ce moment-là. Ça peut être. Alors, le déclic, il a été, c'est que il y a Xavier Macho de la société Yaco qui est passé le dimanche soir me rencontrer, tout ça, et puis qui me dit vous ne serez pas intéressé à faire le championnat de France? Je dis non, c'est pas possible pour moi, j'ai pas du tout les budgets, moi je suis régional, là je suis venu, c'est exceptionnel. Et il me dit écoutez, pensez-y, je vous laisse ma carte, vous réfléchissez et vous m'appelez dans quelques temps pour me dire oui ou non si vous voulez faire un championnat ou pas.
Alors, j'ai dit pourquoi pas, ça serait pas mal d'essayer. Et puis, je me suis dit non, j'ai pas les moyens de faire ça, il faut traverser la France. Enfin bref, pour moi, c'était assez compliqué. Et puis, tout le monde m'a poussé. Bernard, c'est dommage, essaye. Bon, à l'époque, avec la société Yaco, le problème, c'est qu'il fallait gagner le groupe pour avoir la prime. Donc, c'était la carotte. Alors, je me suis dit, est-ce que je prends le risque de me lancer à faire un championnat ou pas? Et puis, donc tout le monde me décide. J'ai allé, c'est parti, on y va. J'avais un vieux camion en plus qui roulait à 80 pour traverser la France. C'était très difficile, mais enfin, on y arrivait quand même. Et j'ai fait le deuxième division, donc en 86. Et je termine deuxième donc, du championnat. Je perds pour 1 point le championnat parce que celui qui gagne, je ne sais pas le nom, bon, il fait venir 3 Formule 2 pour me contrer à la dernière course de côte à Tarbes-Mé pour éviter que je sois dans les 4 premiers au scratch. Et il a réussi parce que je perds pour 1 millième pour la 4e place. Et donc, je perds mon championnat en 86. Donc, pas de titre. En 87, donc Alors, je crois que vous choisissez d'ailleurs, non, Bernard? Je dis ah non, c'est en 87. C'est en 87. En 87. Donc, je fais le 2e division, première division. Et on arrive à la course de Côte des Ors qui était dans pratiquement les dernières courses. Et donc, je fais 2e au scratch aux Ors derrière Marcel Tarès. Et là, arrive Jean-Paul Calmu et qui vient me voir. Il me fait comme ça, voilà, ben, ce soir, donc tu es champion de France 2e division et tu es 2e derrière Marcel Tarès. Enfin, 2e au championnat de France première division. Il faut que tu choisisses. Alors, je ne pensais pas qu'à l'époque, il y avait des trucs à choisir. En rallye, ça ne se passait pas. Et en course de côte, ça s'est passé. Alors, je ne savais pas pourquoi, mais je dis, bon, ben, alors, je dis, ben, écoute, je préfère rester 2e derrière Marcel Tarès que prendre le titre. Parce que pour moi, Marcel Tarès, c'était un modèle. Et c'était mieux de rester 2e derrière Marcel Tarès. Voilà, j'ai décidé comme ça. Voilà. Donc vous avez mis de côté le titre de champion de France 2e division et voilà, pour garder le titre de vice-champion. Alors, avant d'aller plus loin dans votre carrière course de côte, Bernard, j'aimerais qu'on reparle un petit peu de ce que vous faisiez en parallèle de la course de côte. C'est quelque chose qu'on connaît moins, nous, les passionnés de sport automobile, enfin passionnés de course de côte du moins. Mais vous étiez un petit peu en rallye aussi, hein, Bernard, c'est ça? Oui, j'ai gagné plusieurs rallyes oui, avec une Sierra Cosford, avec R5 Turbo. J'ai fait de la glace aussi, j'ai fait le trophée Andros. J'ai fait l'équipe avec Christophe Vaison. Tout ce qui est les sports à glisse, c'est ce que j'aimais, quoi. J'aurais voulu faire du rallycross. J'ai vu que Julien faisait du rallycross. J'aurais aimé faire du rallycross et Yaco m'aurait suivi en rallycross. Mais le problème avec mon travail, c'est c'était tout dans l'ouest, c'était tout de l'autre côté de la France. Et pour moi, c'était très difficile de pouvoir faire ça, quoi. Eh oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a cette dimension-là qui rentre en compte, mais vous faisiez quand même un petit peu de rallye voilà, en fin de saison, je crois. Hein. C'était ça, vous privilégiez la côte. J'avais un sponsor qui me trouvait des partenaires et on faisait toujours 3-4 rallyes en fin de saison et il y avait toujours de super résultats. Ouais, bon, bah ça permettait voilà, d'avoir, je dirais, un parcours éclectique pendant ces années-là. Alors, on retourne à la course de côte. Donc, on s'est arrêté en 1987 où vous choisissez d'être vice-champion plutôt que d'être champion de France 2e division. Et à partir de là, en fait, pendant une grosse dizaine d'années, vous n'allez plus jamais avoir de titre. En fait, c'est tout le paradoxe de votre carrière. Vous êtes un des pilotes les plus titrés en championnat de France de la montagne. Mais entre ce moment-là où vous êtes champion de France 2e division, vice-champion de France et l'année 2000, en fait, vous êtes jamais titré, quoi. Hein, c'est ça, vous êtes toujours vice-champion. Jamais titré, 12 fois vice-champion de France derrière Marcel Tarès. Il n'y a qu'une année, j'aurais pu être champion de France à la 7e course, j'étais toujours en tête du championnat de France. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. Il n'y avait plus assez de buts après avec les Formule 2 entre Boccar et Dobias, tout ça. Ça ne partageait pas les points. Et du coup, je n'avais pas pu avoir le titre en fin d'année. Donc, 12 fois vice-champion de France. Et il a fallu attendre que j'arrête le sport proto. On avait tout essayé avec le sport proto. Hein. Avec Norbert Santos, on avait même mis un V8 2,5 litres Cosworth qui avait été prêté par Elie Madère, super personne d'ailleurs. Et on parlait de cette voiture il y a quelques jours dans une précédente interview avec un certain Damien. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, on en parlait. On parlait de cette voiture. Alors justement, pour parler de ça, de cette époque-là en sport proto, vous avez tout gagné en sport proto pendant ces 12 ans. D'abord avec la Toge.
ensuite avec la Norma, cette Norma V8. Mais effectivement, à un moment donné, vous avez eu l'impression qu'on vous coupait l'herbe sous le pied, hein, avec l'arrêt justement de la réglementation du C3 à l'époque. Voilà. Et c'est ça qui vous a poussé aussi un petit peu à changer de monture. C'est ça, oui. La personne qui s'occupait la personne de la fédération qui s'occupait donc de la course de côte, il dit comme ça, Bernard, c'est bon, l'année prochaine ça repartira, il n'y a pas de problème, le spectacle est là, il y a les résultats, c'est bien pour le public, il n'y a aucun problème, le groupe C3 il va exister, bon d'accord, pas de problème. Et puis 4 mois après ça a changé, il m'annonce que pour le C3 c'est terminé, qu'on ne comptera plus pour le championnat. Donc alors là ça m'a tout coupé et j'avais décidé d'arrêter la compétition. J'ai dit bah écoute, c'est plus la peine, j'arrête. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire gagner un proto en championnat. Et on n'avait pas réussi. Malgré tout ce qu'on avait fait avec Norbert Santos, on avait mis ce moteur dedans, mais un proto reste toujours trop lourd par rapport à une F2. C'est moins équilibré. La Formule 2 était quand même beaucoup plus leste pour la course de côte. Et vous n'aviez jamais eu l'idée de passer en F2, justement, à un moment donné, quand même, malgré tout? J'avais essayé de passer en F2 quand le proto s'était arrêté. Et la seule F2 qui était à peu près disons, que je pouvais me permettre d'acheter, elle m'a été soufflée devant. Enfin, quelqu'un me l'a soufflé. Je ne peux pas parler, je ne peux pas dire qui c'est. Enfin bref, quelqu'un me l'a soufflé et du coup, ça avait tout arrêté. Donc, j'avais décidé après d'arrêter la compétition, puisque le proto, il n'existait plus pour moi. Et là, c'est pareil, hein, tout le monde m'a poussé, c'est dommage que tu arrêtes. Enfin bref, ça a duré pendant 4-5 mois et est venu dire ben, pourquoi tu ne prendrais pas une 3000? Je dis non, une 3000. Je les avais vus passer en course de côte quand j'étais en proto. Je me suis dit, c'est un peu fou. Quoi. Quand j'ai voyé arriver, j'ai dit, oh, ça allait à une vitesse pas possible. Alors, je me dis, non, c'est trop dangereux. Bon, et puis le temps passe. Et au bout de 5-6 mois, à force de me pousser, on décide, on dit, ben, prends une 3000. Puis du coup, je dis, ben, écoute, j'essaye de voir si Gérard Dillman a toujours la sienne. Je tente, j'achète celle à Gérard Dillman. Et puis donc, j'appelle Gérard. Gérard, il me dit comme ça, eh ben, écoute, normalement, elle est vendue. Quelqu'un vient ce week-end pour la voir. Je dis, bah, écoute, ben, c'est bien dommage. Mais il me dit, écoute, si ça ne se fait pas, je t'appelle. D'accord. Donc, 8 jours après, il me rappelle, il me fait, écoute, il est venu, comme il était assez costaud, il rentrait à peine dans la Formule 3000. Il me dit, je vais couper la coque pour refaire mon siège. Il me dit, non, une coque, ça ne se coupe pas. Il lui dit comme ça, non, je préfère pas te la vendre. Et en plus, j'ai quelqu'un qui serait très intéressé, donc je préfère pas te la vendre. Tu ne vas pas couper une coque de 3000 pour mettre ton siège dedans, c'est impossible. Donc, il m'appelle et du coup, je suis monté le week-end d'après pour prendre cette voiture. Et puis, on a fait les premiers essais à Lednon, juste avant la course de côte de Sabran, comme c'était le lendemain. On a fait 5-6 tours sur le circuit de Lednon. Et on est parti directement à la course de côte de Bagnols-Sabran. Eh oui. Et là, on est en 1999. Hein, Bernard, du coup, vous achetez cette Reinhardt, Voilà. qui va être une des autos les plus sacrées en championnat de France de la montagne. Vous ne le saviez pas à ce moment-là. Et je crois que Bagnols, d'ailleurs, 99, vous faites 3e, hein, c'est ça, au scratch? En général, c'est ça, ouais. Ouais. En cassant les pignons de 2e de boîte à chaque montée. Et je continuais quand même parce que j'ai pris beaucoup de risques. Et si une danse serait mise dans le pont, enfin, j'aurais tout explosé. Mais j'ai toujours pris de risques. Donc, je casse les pignons de boîte, je finis quand même 3e au général. Et au col Saint-Pierre, exactement pareil, j'ai explosé les pignons de 2e à chaque fois. Chaque fois, je mettais tellement que le couple était puissant. Et quand on travaillait avec des petits pignons, donc ils éclataient. Donc, je termine 3e aussi au col Saint-Pierre. Et donc, après, on trouve la solution pour ces fameuses 2e. Et là, après, ça a marché. J'étais scratch sur scratch à toutes les courses. Sauf, j'ai fait 2 fois 3e au général, 8 fois premier, 7 fois, 2 fois 3e, 7 fois premier ou 8 fois premier et 2 fois 2e. Et je ne gagne pas le titre parce qu'ils avaient fait de l'attribution de points qui défavorisait les Formules 3000. Ils ont arrangé la Formule 2. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Et oui, bien sûr. Donc, c'était la fin des F2 et avant la période des 3000, quoi. Ouais, bien sûr. Exact, ouais. Donc là, je n'ai pas de titre. Je suis 2e, je suis encore vice-champion à cette époque-là. Et puis après, bon, en 2000, là, j'ai gagné 12 sur 12. Et puis c'est parti jusqu'en 2004.
où ça fonctionnait très, très bien, quoi. Ouais, voilà. Et puis après, là, on part pour 5 années de règne absolu. C'est là où voilà, vous avez marqué votre empreinte plus que jamais dans la course de côte. Et puis finalement, en fait, l'un dans l'autre, quand on y réfléchit, alors certes, il y a eu Lionel, certes, il y a eu Marc Régal, effectivement, auparavant, mais vous êtes le premier à vraiment imposer une Formule 3000 en course de côte. J'imagine que ça doit être une vraie satisfaction, non? Oui, oui, j'étais content, j'étais satisfait, mais ce qui me plaisait le plus, c'était le proto. Et avec Norbert Santos, ce qu'on voulait, c'était faire gagner ce proto, et on aurait pu y arriver vraiment. Et à la deuxième année, avec le moteur V8, on a eu un souci, c'est que le moteur commençait à perdre de la puissance. Et on ne comprenait pas pourquoi. Alors on pensait que c'était un peu moi, que c'était un peu… On ne savait plus trop. Alors je me suis dit, si c'était moi, je m'en apercevrais quand même. Et puis on raccourcissait la boîte sans arrêt. Donc on ne comprenait pas. Et en fin de saison, quand j'ai ramené le moteur à Enimader, ils l'ont mis sur le banc et le moteur était complètement lavé. Et ils ont su pourquoi. Parce que le fait, en course de côte, de monter en altitude et d'arrêter les moteurs immédiatement, ça fait un choc thermique au niveau du bloc. Et ça m'avait donc abîmé au niveau de la segmentation. Et le moteur, il avait perdu de la puissance. À chaque course, il perdait de la puissance. Et il m'a dit, je me demande comment le moteur arrivait encore à démarrer. Et le moteur, il démarrait toujours au quart de tour, mais malheureusement, plus de puissance. Eh oui, oui, Et il on n'a pas manquait pu faire gagner, ce Normand avec un moteur V8. Et ça aurait été exceptionnel à l'époque. Hein. Ça aurait été un C'était sacré, beau, c'est ce qu'on ça aurait voulait, été un nous. sacré coup. Ça aurait été un C'est ce sacré qu'on coup. cherchait depuis longtemps avec Norbert. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Alors justement, on va rester sur cette thématique. J'ai deux petites questions à vous poser encore, Bernard. La première, déjà aujourd'hui, c'est vrai que vous avez longtemps tenté de faire gagner du sport proto. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en course de côte, la discipline reine, c'est le 2SC. Alors il y avait le CN+, jusqu'à il y a quelques années, le 2SC maintenant. Damien, votre fils, fait partie des pilotes du EDSC. Quel est votre regard, vous, sur le EDSC, de voir des protos qui se battent pour la victoire, enfin, comme vous l'auriez aimé faire, quoi? Ah, mais je trouve que c'est très, très beau. Hein. Bon, c'est impressionnant parce que vraiment, ça va vraiment très, très vite. D'ailleurs, je ne vais même plus le voir passer. J'ai été une ou deux fois et maintenant, je reste toujours au départ parce que ça m'impressionne trop. Mais c'est magnifique. C'est vraiment de belles autos. C'est des mécaniques qui sont plus simples que le V8. C'est des moteurs turbo, mais très puissants, avec des châssis qui sont vraiment… Ils ont fait un super travail, quoi. Norma travaille vraiment bien sur ces nouveaux châssis et tout. Hein. Guilhem roule avec Norbert et puis sa fille Camille Santos. C'est une super équipe et on a trouvé un beau projet là avec notre préparateur moteur qui est Arnaud Mounier. Et vraiment, c'est un bel ensemble, un très bon équilibre. Et je pense que c'est des voitures qui vont marcher à l'avenir très, très fort. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça marche déjà très, très fort. Et puis, il y a de quoi penser que ça marchera encore plus. Dernière question, Bernard, parce que justement, Damien était à nos côtés il y a quelques jours dans une précédente interview. Et il nous a expliqué dans quel contexte il avait acheté sa première auto. Alors, d'abord, il est allé à Champs-Rousse, il a rencontré Norbert Santos, il lui a parlé de lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a acheté la voiture et ensuite, il vous l'a dit, il vous a fait la surprise. Alors, moi, j'ai une question, Bernard, c'était quoi votre réaction? Je vous fais l'histoire vite fait, hein, rapide. On mangeait tous ensemble un soir. Damien ne parlait pas du tout à table. Alors, je me suis dit, bon, peut-être ça va pas avec sa copine. Ça fait 10 ans qu'ils étaient ensemble. Ils n'étaient encore pas mariés. Bon, maintenant, il est marié. Donc, je me suis dit, là, c'est bizarre. Enfin, bref, bon, la soirée se termine. Il a la main sur la poignée de la porte et il me fait, j'ai quelque chose à vous annoncer. Alors, comme ma fille venait d'avoir un bébé, alors je lui fais comme ça, ah, mariage. Alors, il me fait, pas du tout. Alors, je dis, fille ou garçon? Non plus. Puis alors, sévère comme ça, non plus. Je dis, ah bon? Et alors? Alors, je me regarde avec ma femme, je dis, voilà, il y a un truc qui se passe là. Je dis, et alors? Il me fait, j'ai acheté une Norma. Ah, bah alors là, ça nous a scié les jambes, hein, parce que franchement, je ne pensais pas qu'il allait y venir, parce qu'il était au foot, il était parti dans le foot maximum, il faisait les choses sérieusement en plus au foot. Alors, je me suis dit, bon, ben, toi, avec ma femme, on est tranquille. Maintenant, les petits-enfants et tout, on était au calme. Et puis, donc, il m'annonce ça. Et puis, bon, j'ai dit, bah, écoute, il me rappelle 2 jours après, il me dit, qu'est-ce que t'en penses, papa? Ben, j'écoute, c'est pas moi qui peux te dire non maintenant. Hein, si tu veux essayer, il me dit, je vais essayer. S'il me fait plaisir, je continue. S'il ne me fait pas plaisir, j'arrête.
Et puis, bon, ben voilà, c'est parti comme ça. Il fait sa première course à côté de chez nous, à Mirivelle-Lanchâtre. On arrive là-bas le samedi, il ne se met pas à neiger. J'ai dit, ben, ça tombe bien, impeccable. Donc, ça commençait à devenir compliqué. Et les pneus neige sur une Norma, c'est pas connu encore. Hein. Oui. Donc, le dimanche, la neige commence à fondre sur les côtés de partout, mais une pluie toute la journée. Et puis là, ça s'est très bien déroulé. Il termine quatrième au général, presque le podium tout de suite. Il y a quelques dixièmes. Alors là, je me suis dit, là, on est mal barré parce que pour un premier essai, je crois que on est dedans là ce coup-ci. Hein. Je dis à ma femme, là, je crois que c'est parti. Hein. Et puis pour le coup, effectivement, voilà, la carrière est bien lancée depuis quelques années. Et Damien, maintenant, qui est un des animateurs phares du championnat de France, qui se bat dans la plus grosse des catégories, le E2SC. Donc, effectivement, c'était le début d'une sacrée aventure. Bernard, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Je vous remercie. C'était un plaisir que de vous avoir. Je vais me tourner maintenant vers mon troisième invité. Alors, c'est notre invité un petit peu spécial de cette émission qui, sur le papier, il n'y a pas de rapport avec la course de côte, mais vous allez voir qu'il y aurait pu y avoir quelques passerelles. On va en discuter avec lui. Puis c'est bien évidemment, avant toute chose, un plaisir que de le recevoir. Il s'agit de Julien Febvreau. Julien, c'est un peu l'arroseur arrosé ce soir, parce que depuis le début du confinement, tu interviews toi aussi des pilotes. Alors ce soir, je voulais te rendre un petit peu l'appareil. Voilà, c'est gentil, merci. Je vais t'interviewer à mon tour. On va revenir sur ton parcours aussi, Julien, parce que comme Bernard et Anne l'ont fait, on te connaît bien évidemment sous ta casquette de journaliste, mais tu es aussi un super pilote et on va en parler. Toi, tu découvres le sport auto par l'intermédiaire de ton papa, je crois, hein, Julien, c'est ça ? Oui, moi je viens d'un petit village en Bretagne qui s'appelle Loéac, donc qui est complètement dédié au rallycross. Juste avant de parler de ça, moi je voulais dire à quel point je suis déjà content d'être là et toujours admiratif et touché d'écouter, en l'occurrence aujourd'hui Anne et Bernard, parce que je sais qu'ils le savent, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte ? Ils ont inspiré avec d'autres, ils ont inspiré des générations entières de passionnés, de futurs pilotes. Pilotes hommes et femmes. Et moi, je suis toujours admiratif et j'adore écouter les témoignages de gens qui ont fait l'histoire, quelle que soit la discipline, quelle que soit la catégorie. Mais moi, quand j'étais gamin, c'était des posters de Jean-Luc Paillet, de Hervé Knapik, de Christian Meignier que j'avais dans ma chambre qui sont des pilotes de rallycross. Et je pense qu'il y a des tas de gens, de jeunes, qui à leur époque avaient un poster de Anne, un poster de Bernard, et qui en ont peut-être encore aujourd'hui, et d'autres générations qui aujourd'hui ont des posters de Damien. Il faut savoir que ces pilotes font rêver des tas de gens, déplacent les gens sur les courses, créent, quand le temps le permet, ce n'est pas la période aujourd'hui, mais voilà, déplacent des gens qui viennent passer un week-end et rêvent au bord des routes sur ces courses et rêvent de leur ressembler et rêvent de les approcher. Et on est dans des disciplines, je vais pouvoir parler du rallycross qui est ma discipline, mais la montagne, c'est la même chose, c'est des disciplines de proximité. Les gens peuvent venir parler aux pilotes, toucher leur voiture. Et ça, il faut absolument le préserver, le conserver, parce que c'est là que tout se crée, la magie opère, la passion est entretenue à ce moment-là. Moi, j'ai la chance d'évoluer en Formule 1, qui est un truc quasiment inaccessible, qui est une autre philosophie et qui fait rêver aussi, mais d'une autre manière. Mais moi, je viens d'une discipline populaire, je viens de Loéac, comme je vous disais, en Bretagne, qui est un tout petit village où tout le monde se connaît. Et c'est cet état d'esprit, moi, qui m'anime et qui m'a donné la passion, c'est de pouvoir traîner dans des parcs pilotes et d'approcher mes héros. Et voilà, quand j'écoute Anne et Bernard, ce sont des héros qui ont sans doute créé des vocations chez plein de gens. J'espère que Anne a créé des vocations féminines, parce qu'elle a prouvé, elle le disait tout à l'heure, que même en ayant des enfants, on pouvait être une pilote et une athlète de haut niveau. Et ça, je pense que ça doit inspirer beaucoup de femmes aujourd'hui de se dire, eh bien oui, je peux aussi faire une carrière de pilote, même si j'ai des enfants, même si j'ai d'autres activités. Enfin, tout ça, c'est des sources d'inspiration géniales. Donc, je les remercie de témoigner aussi, parce que moi, ça me nourrit, ça m'inspire beaucoup. Et puis, on ne voit pas tout le côté de l'iceberg, parce qu'on voit la réussite, on voit, là, on s'est rappelé principalement des beaux souvenirs, mais tout le travail qu'il y a derrière. Anne parlait des sponsors, je vis la même chose. C'est très dur d'aller voir des sponsors, de trouver des sponsors, de les convaincre que ce qu'on fait est une aventure géniale à partager. Mais tout ça, voilà, c'est la partie que les gens ne voient pas. Ils ne voient que le bon côté le week-end de la course, et c'est très bien, mais il faut saluer tout ce qui est fait derrière par tous les gens qui s'engagent dans des courses, quelle que soit la discipline, parce que d'être au départ, déjà, c'est une victoire en soi. Il y a la victoire sur la piste ou sur la route après,
mais la victoire de prendre le départ, c'est déjà une vraie victoire. Ah non, Donc mais voilà, c'est clair. Tu as tout revenir, résumé, tu as absolument tout résumé, Julien, quoi. C'est clair, aussi bien le côté pilote que le côté organisateur, c'est un travail c'est de dingue. énorme, c'est énorme. Et c'est c'est énorme. clair, c'est clair, c'est Et clair. quand on voit le bonheur que ça donne aux gens, moi, quand j'ai la chance de voir des gamins tout jeunes qui viennent nous voir sous la structure et de les faire s'asseoir dans le baquet de la voiture quelques minutes pour prendre une photo et qui sortent avec une banane monstrueuse, je dis toujours aux parents en rigolant, je décline toute responsabilité maintenant s'ils veulent faire du sport auto. Mais c'est notre rôle aussi, quand on est dans ce costume de pilote, de partager au maximum ce qu'on vit parce qu'on crée du bonheur aux gens, de la passion et aussi des vocations. Ben, c'est clair, c'est clair. Tu as tout à fait raison. Et ça, c'est certain. On en parlait tout à l'heure en off. Il y a encore aujourd'hui des gens, des fans de course de côte qui plébiscitent et Bernard et Anne et tant d'autres. Et on peut le voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il y a un très, très fort engouement, quoi. Ça, c'est clair. Donc, toi, Julien, ben voilà, toi, t'es né, tu viens de l'Oéac. Alors, l'Oéac est bien sûr village de rallycross. Donc, c'est comme ça, on imagine que tu as baigné dans le sport auto. Oui, complètement. Mon papa faisait de la course automobile, faisait des rallye-raids comme le Paris-Dakar, etc. Et puis un jour, il s'est mis au rallycross. C'est toujours des rencontres, là aussi. Hein. C'est plein de noms du sport automobile, de gens qui se croisent. Et puis un jour, il a découvert cette discipline, le rallycross. Il en a fait beaucoup. Il est devenu champion de France en 92 avec des voitures qui étaient en division 3 à l'époque, donc des 4 roues motrices. Et puis moi, j'ai suivi ça. Et quand on est gamin, qu'on est sous la structure, notre premier héros, c'est notre père. Et puis, évidemment, j'ai rêvé toute ma jeunesse. J'ai fait 1000 ou 2000 fois le rêve d'être au volant d'une voiture de rallycross et un jour de prendre le départ à l'Oéac parce que c'était chez nous, c'était la course la plus importante du championnat de France et devenue l'une des plus grandes courses au monde en rallycross. Et forcément, le jour où j'ai pu commencer à faire du rallycross, j'en ai fait et j'ai réalisé mon rêve en faisant du rallycross. Ouais. Ouais, mais bien sûr, on en reparlera tout à l'heure avec en plus des très belles perfs malgré ton emploi du temps qui, on l'imagine, ne peut pas te permettre de te focaliser à 200% là-dessus. C'est sûr. Ouais. Ça, c'est clair. Et puis pourtant, tu as quand même fait des super perfs dont on parlera tout à l'heure. Alors, pour revenir à ta carrière, celle qu'on connaît le plus, hein, au final, de toi en tant que journaliste, toi, tu démarres dans le métier après tes diplômes. Je crois qu'on est en 2002-2003, c'est ça, où tu débarques chez RMC, hein, c'est bien ça? C'est ça, ouais. J'ai commencé à RMC en 2002 pour un stage d'été qui devait durer 2 mois. Et je les ai tellement harcelés que le stage a duré 1 an. Et puis, ils m'ont engagé ensuite à la fin de mes études. Et j'ai passé quasiment 7 ans à RMC. Donc, il faut toujours rentrer par la fenêtre quand la porte ne vous est pas ouverte. Ça, c'est dans tous les domaines, en sport auto comme ailleurs. Quand on veut vraiment quelque chose, on explose la fenêtre. On remboursera la vitre plus tard, mais il faut trouver une solution pour rentrer. C'est exactement ça, tu as tout résumé, c'est valable dans plein de, plein de domaines, partout. d'activités. Ça, c'est clair et net. Alors, justement, toi qui es fan de sport auto, toi qui te mets au journalisme, à partir de 2005, je crois, si je ne dis pas de bêtises, RMC t'envoie sur les Grands Prix de Formule 1. C'est un rêve, non? C'est un truc extra. Oui. Complètement. Moi, mon père n'était pas passionné de Formule 1. Il suivait un peu, mais pas passionné. Et moi, je vivais avec ma maman. Et par contre, j'étais mordu de F1. Je l'avais contaminé aussi à la F1. Et un jour, je suis allé voir mon premier Grand Prix en vrai à Manicourt en 1999. Et j'ai eu un choc, mais vraiment, c'est au-delà du choc émotionnel. C'est un choc même physique, puisque c'était mon premier Grand Prix sur place. Je suis tombé par terre du bruit des moteurs à l'époque des V10 de Formule 1. Et le dimanche soir, j'ai vu les gens dans le paddock qui travaillaient et j'ai vu 2 personnes, une personne de chez Ferrari et une personne de chez McLaren qui discutaient entre elles, c'était 2 filles, et qui se disaient on se voit dans 15 jours à Silverstone. Et ça m'a effondré en me disant, moi, dans 15 jours, j'y serai pas. Et j'étais encore étudiant. Et je me suis dit, c'est pas possible, je veux plus jamais entendre cette phrase. Je veux que moi aussi pouvoir dire à dans 15 jours, à la prochaine course, que je ne voulais vivre que là-dedans. Et ça a été une révélation. Moi, je voulais être kinésithérapeute à la base, à l'époque. Et puis, ce soir-là, en rentrant du Grand Prix, il n'y avait plus que la Formule 1 qui comptait. Je ne savais pas comment j'allais y arriver, mais je voulais absolument travailler en F1 et ne plus jamais quitter ce monde-là. Parce que moi, à cette époque-là, mon Grand Prix suivant, c'était 1 an après au Grand Prix de France. Donc, je ne veux plus jamais attendre 1 an avant de revoir des Formule 1. Donc, j'ai tout de suite orienté mes études vers le journalisme. Et j'ai eu de la chance que ça ait pu payer. J'ai commencé à RMC. Ils m'ont donné ma chance. Je leur dois beaucoup. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Voilà, j'étais tellement passionné, prêt à tout pour vivre cette expérience-là que
j'ai tout mis dans la balance. Ça aurait pu ne pas marcher. Hein. C'est pas parce qu'on donne tout des fois. Et je pense que Anne et Bernard ont vécu des courses où ils avaient tout fait parfaitement comme il fallait et pour autant ils n'ont pas gagné. Là, c'est pareil dans une carrière. Des fois, tu peux tout mettre et ça passe pas. Tu sais pas pourquoi. Moi, j'ai eu cette chance-là, c'est que j'ai vraiment tout donné et en plus, j'ai été récompensé parce que ça a payé. Et j'ai pu travailler en Formule 1 et y travailler encore aujourd'hui. Ouais, c'est un pari, bien sûr, comme dans tout domaine. Et puis, Ouais. pour le coup, tu as bien fait, effectivement, de te lancer à fond là-dedans. Ça a plutôt fonctionné. Alors, toi, tu vas commenter, du coup, la F1, d'autres disciplines et tout. Mais vraiment, 2010, tu vas réaliser ce qu'on comprend être un petit rêve. Tu vas devenir, finalement, pilote. Tu vas te lancer en rallycross. Je crois que tu démarres avec, si je ne dis pas de bêtises, Une C2. C2, voilà. Ouais, une petite C2. J'ai commencé en 2008 en fait. J'ai fait quelques courses 2008, 2009 et 2010. J'ai fait effectivement quelques courses chaque année parce que j'étais déjà en F1 à cette époque-là et je ne pouvais pas faire un championnat complet. Et j'ai acheté une petite C2 Challenge à laquelle on a mis une boîte séquentielle parce qu'elle ne l'avait pas au départ. Et donc, j'avais la plus petite voiture du plateau. Elle faisait 150 chevaux, 160 chevaux. Et c'était une voiture parfaite pour apprendre parce qu'il ne fallait pas gaspiller le moindre cheval de puissance. Et moi, j'y connaissais rien parce qu'à part adorer le rallycross, j'avais jamais mis mon cul dans une voiture de course. Donc, il a fallu apprendre et j'étais très bien entouré. J'avais mon meilleur ami qui s'appelle Marc Laboule, qui lui ensuite est devenu champion de France de rallycross, qui était à mes côtés et qui m'a vraiment très bien coaché, appris les choses, appris à pas essayer de brûler les étapes. Et c'est vrai que sur 3 ans, j'ai dû faire, je sais plus, 6 ou 7 courses sur 3 ans avec cette petite C2. Et puis, comme d'habitude, les rencontres se font et je croise un jour David Deslandes, qui était un pilote de rallycross, qui était champion de France, lui, avec une Super 1600, une Saxo Super 1600, et qui me dit, tu devrais essayer ça, quoi. C'est l'étape suivante pour toi. Et j'essaye. On devait faire 2 courses en 2011. On devait faire une course à Lavaret, qui est près du Mans, et une course à Mayenne, qui est en Mayenne, près de Laval. Et je fais Pont-de-Rang et je me qualifie en première ligne de la grande finale A. À l'époque, c'était la plus grande finale en Super 1600. Je me fais un peu chahuter parce que manque d'expérience, un peu tendre au premier virage quand c'est pas ta voiture. Donc, je termine 4e. Ça cogne un petit peu en rallycross. Hein, ouais, ça touche un peu. Mais voilà, cette course, elle était incroyable. Je gagne ma première manche de rallycross le samedi. Je suis en première ligne le dimanche face à des cadors. Enfin, j'en reviens pas. Et l'Oréac arrivait 2 mois après. Et le pilote qui avait loué cette voiture, parce que moi, je ne peux faire que louer des voitures, je n'ai pas de voiture à moi, me dit, écoute, Julien, tu as été vraiment brillant, je sais que tu es l'Oréac, je sais que tu rêves de faire l'Oréac, je te laisse la voiture pour l'Oréac. Donc, c'est Grégory qui devait conduire cette voiture-là, Grégory Pain, il me dit, je te laisse la voiture. Donc, le geste est une gentillesse énorme. Moi, j'appelle mes petits sponsors en leur disant il y a une course de plus qui est faisable, mais c'est l'Oréac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, vas-y, on te suit, on va te donner un petit billet pour acheter les pneus. David Deslandes, il fait un effort. Enfin, tout le monde fait un effort dans ce moment-là. Et je fais 2 mois de régime. Donc, je passe de 104 kilos à 79 kilos en 2 mois, ce qui n'est pas conseillé du tout à faire. Hein. Non. Donc, j'arrive affûté comme une arbalète à l'Oréac. Et on me dit, il y a Steven Bossard, qui est un énorme pilote qui n'avait plus jamais été battu en rallycross, mais qui avait fait une petite pause, qui revient ce week-end-là, qui est le fils d'Olivier Bossard. Les amortisseurs Boss, je pense, doivent aussi être présents en championnat de France de la montagne dans certaines voitures, qui revient. Donc, on s'est dit, on sait qui gagne le rallycross de l'Oréac. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va pouvoir faire deuxième, quoi. Et on prend les choses, encore une fois, dans l'ordre. Ça se passe bien. Le samedi soir, on est 3e à l'issue des premières manches qualif. Il pleut le dimanche matin et j'aime plutôt bien la pluie. La Saxo était faite pour la pluie. Donc, je gagne aussi ma manche le dimanche matin. Je me retrouve en pôle le dimanche après-midi et je gagne l'Oréac le dimanche après-midi en 2011. Et c'était 20 ans jour pour jour après la victoire de mon père qui l'avait gagné aussi. Et là, je ne sais même pas ce qui m'arrive, je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus ce qui se passe, je ne comprends rien. Et donc, voilà, j'ai gagné ma première course de rallycross à l'Oréac sur cette Saxo qui était une voiture fabuleuse. C'est extra, quoi, comme histoire. Toi qui rêvais justement de rouler à l'Oréac,
Non seulement tu y es avec une top auto et en plus tu gagnes en Super 1600. Et face à Steven Bossard, face à d'autres pilotes exceptionnels. Donc, c'était génial. Ouais, c'était le week-end de rêve. Ça arrive rarement dans une carrière. Le week-end de rêve, celui-là, c'était vraiment ça. Il faut savoir se contenter des 10% de rêve par rapport aux 90% de boulot et parfois de très frustrant. Il faut dire à ceux qui veulent faire du sport auto qu'il y a beaucoup plus de frustration en sport auto que de satisfaction. Par contre, les satisfactions, quand elles arrivent, sont tellement énormes qu'elles valent la peine, je trouve, de manger les 70 ou 80% de frustration que peut apporter le sport auto. Les 10 ou 20% de bonheur qu'on a en sport auto méritent de manger le reste aussi. Mais il faut avoir conscience que c'est plutôt souvent des galères que des réussites, le sport auto. Mais ça fait partie de l'ensemble à la fin quand on fait le bilan. Ouais, je pense que ni Anne ni Bernard te contredira là pour le coup. Acquiesce. Ouais, voilà, je vois Anne qui acquiesce, mais je suis tout à fait d'accord. Alors justement, Super 1600, toi Julien, tu vas faire une dizaine de courses, hein, si je ne dis pas de bêtises, pendant une ou deux années. Tu vas remporter 3 victoires du coup, hein, dont je ne me souviens même plus. Écoute, c'est les stats que j'ai. Je te fais confiance. Tu peux me faire confiance. On va dire que c'est les bonnes stats. Donc bon, ben voilà, quand même, malgré tout, des belles performances. Tu reviendras un petit peu plus tard justement en supercar cette fois, avec notamment une victoire à Pont-Bruant. Donc là, c'est terrible parce que là, pour le coup, on est dans la top catégorie. Tu vas même aller faire une pige au Canada sur le championnat du monde à Trois-Rivières. Là, tu vas terminer 3e. Je crois qu'à l'époque, tu es le premier Français à terminer sur un podium, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Oui. Donc, sacré avant Sébastien Loeb. Désolé, Sébastien. Ouais, c'est vrai. Je plaisante. Sacré coup de volant. Bon, mais la supercar, c'est pareil. Ça a été brièvement. C'est toujours comme ça le sport auto. C'est des choses inattendues parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on se retrouve sur des situations. Quand j'ai gagné en supercar en 2014, je devais continuer à rouler en Super 1600. Et la voiture que je devais conduire, on casse le moteur la veille de la première course en test. Et le moteur Super 1600 est un moteur un peu complexe, donc on ne trouve pas les pièces du jour au lendemain pour remplacer. Et du coup, il me restait, pour une fois, j'avais un peu de budget, mais j'avais plus de voiture. Et quelqu'un, Marc Laboule, mon coach, me dit, écoute, ce serait bien d'essayer la supercar. Et je lui dis, mais j'ai jamais conduit une voiture 4 roues motrices. À l'époque, les supercars faisaient 530 chevaux ou 540 chevaux. Je dis, mais je ne serais pas capable. Il me dit, mais bien sûr que si, tu vas être capable. Il me dit, tu verras, c'est même plus facile à conduire qu'une Super 1600. C'est vrai que la Super 1600, il faut être très agressif. C'est vraiment une voiture qui demande beaucoup d'engagement. La supercar, on m'a toujours dit, ça se conduit comme pour aller chercher le pain, une supercar. C'est la seule manière d'être efficace et de ne pas se mettre en danger. Et du coup, on trouve un accord et on se retrouve à 2 jours de la course à tester la voiture. Donc, pour la première fois de ma vie, je monte le jeudi dans une supercar et je gagne le dimanche dans des conditions que je passerai. Mais on gagne la course et c'est vrai que là aussi, c'était un truc exceptionnel. Et je suis retourné une seule fois en Super 1600 depuis, mais c'est vrai que quand on a goûté à la magie du supercar, on a du mal à en sortir après. Ouais, c'est un petit peu, j'imagine que quand on goûte à la F2, à la F3000 ou à d'autres top autos dans sa discipline, c'est toujours pareil, c'est toujours difficile de revenir un petit peu en arrière. 2013, Julien, il va se passer quand même un truc très important parce que Canal+ rachète les droits de la Formule 1 à TF1. Et c'est toi qui es choisi pour être le commentateur de la Formule 1. Alors là, tu vivais le rêve il y a quelques années avec RMC. On imagine c'est quoi? C'est une consécration? Comment tu le vis? Oui, c'est une suite géniale. J'ai fait de la radio pendant longtemps à RMC Europe 1. J'ai fait la Formule 1 en presse écrite à l'équipe. Et c'est vrai qu'ils ont acheté au tout dernier moment les droits de la Formule 1. Ils les ont eu le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Ils m'ont appelé le jour. Enfin, j'ai lu dans la presse le matin qu'ils avaient les droits. Et l'après-midi, j'avais un coup de fil de leur part me disant on aimerait bien que ce soit vous qui commentiez. Donc voilà, c'est le mariage passion s'est fait le jour de la Saint-Valentin entre Canal+ et moi en 2013. Et c'est vrai que ça fait déjà 7 ans qu'on couvre les Grands Prix. On espère pouvoir attaquer notre 8e saison dans pas trop longtemps. Oui, bien sûr. On en reparlera bien évidemment dans quelques instants. Alors, on va repartir côté piste. Parce que les invités qui sont à nos côtés ce soir et les téléspectateurs qui nous regardent se posent toujours la question de savoir mais pourquoi, Julien, tu es là dans une émission de course de côte? Mais tu m'as confié il n'y a pas très longtemps que tu avais failli essayer la voiture d'un certain Nicolas Schatz, c'est ça?
Ouais, on en a souvent parlé. Et il y a un moment de l'année qui est toujours très intéressant, c'est la remise des prix de la FFSA. C'est une belle cérémonie qui se déroule généralement en fin novembre, début décembre. Et il y a un truc que je peux vous dire, c'est que c'est toujours un peu guindé. Il y a une bonne ambiance quand même, mais voilà, c'est très protocolaire, etc. Et il y a un seul moment où les gens se lâchent et où il y a vraiment une réaction de la salle, c'est quand on diffuse les images de la course de côte et de la montagne sur les écrans de la salle où on est. Mais c'est incroyable. Il n'y a que la montagne qui fait cet effet-là. Vous regardez les gens dans la salle, il y en a qui baissent les yeux, tout le monde les gens hallucinent de voir ça. Les gens, je pense, ont peur. Et c'est vrai que c'est une discipline très impressionnante. Et je vois réagir, et je réagis pareil aux images. Chaque année, à ce moment-là de l'année, on est scotché sur les images qu'on voit de la saison. Et c'est souvent là qu'on se croise. Il y a certaines caméras embarquées qui font… ça fait peur. Hein, ça fait peur. On ne comprend pas, en fait. Il y a des images en sport auto, des fois, ça arrive en rallye. Je me souviens d'images de Colin McRae. On se dit comment ça passe. C'est pas possible, on ne comprend pas. Et ben, sur la montagne, c'est pareil. On regarde les caméras embarquées et on se dit c'est pas possible, comment ça peut passer. Et ça passe, heureusement, la plupart du temps. Et c'est souvent là que je croise Nicolas Schatz, entre autres. Et c'est vrai qu'il il y a quelques temps de ça, dit écoute, il faut que tu essayes une de mes voitures. Et on n'a pas encore eu le temps de le faire, on n'a pas eu l'occasion. Je ne sais pas si on le refera, je ne sais pas si ce sera avec lui ou avec un autre. Mais c'est vrai que, comme beaucoup de choses, moi, je suis curieux de nature, de tout. Et il y a deux disciplines qui m'impressionnent énormément, c'est le rallye et la montagne. Et de fait que ça me fasse peur, je n'ai pas honte de le dire. Moi, c'est des disciplines qui me font flipper. Je me dis, il faut que j'aille un peu comprendre comment ça marche, décortiquer un peu le mécanisme, aller rencontrer les gens qui font la course de côte et la montagne et essayer pour voir, quoi. Même si je dois être garé et prendre 5 secondes au kilomètre, je m'en fiche, mais je voudrais aller voir à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc, je sais que mes parents vont me déshériter si je fais ça parce qu'ils m'ont interdit de faire du rallye et de la course de côte, mais je crois que je vais prendre le risque d'être déshérité et je vais quand même essayer. Alors justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un de ces quatre, on va peut-être pouvoir te voir en course de côte? J'espère bien. En plus, j'ai vraiment des amis qui organisent une course de côte qui est celle de Saint-Gueno. Et donc, je les salue d'ailleurs, Olivier Henry et toute l'équipe d'organisation à Saint-Gueno, et qui me disent chaque année, il faut que tu viennes. Mon sponsor principal, qui est Groupe Rose, est aussi lié à l'organisation de Saint-Gueno et me dit on aimerait bien que tu viennes rouler sous nos couleurs là-bas. C'est tombé plusieurs années sur un Grand Prix de Formule 1. Et donc, évidemment, la priorité absolue pour moi, c'est mon métier et c'est mon travail en F1. Mais le jour où ça va coller, même si c'est peut-être pas à Saint-Gueno, si ça peut être là-bas, c'est génial parce qu'on me dit il faut que tu passes le fer à cheval une fois dans ta vie comme il faut. Donc, on va essayer de le faire. Mais oui, il faudra que j'essaye. Et si un jour il y a une proposition qui arrive sur la table et qu'on peut mettre ça en place, j'essaierai la course de côte. Ouais. Alors, il y a deux façons de passer le fer à cheval. Tu peux la passer si tu es en Norma, tu peux la passer propre. Tu peux la passer en travers aussi, parce qu'il y a Germain Chicherit qui est passé. Oui, il m'a raconté ça. Voilà. Un peu plus en travers. Bernard, vous vouliez rajouter un truc, ouais. Oui, Pierre, j'ai à Julien, s'il veut se mettre en jambe, éventuellement, on peut lui faire essayer la nôtre sur un circuit. Écoute, pas une course de côte, parce que Damien, il va rouler en même temps, donc il ne pourra pas. Mais pour voir un peu l'impression, ça serait peut-être pas mal qu'il essaye déjà, pour voir. Ce sera avec grand plaisir, ouais, absolument. Et ça me fera plaisir de vous rencontrer. On essaiera de voir ça. Là, c'est une top auto. En plus, Julien, pour le coup, c'est l'auto qui truste les podiums au scratch. Donc, c'est une belle auto. Ça viendra que du pilote. Le manque de performance, on sait d'où il viendra. Il n'y a pas de problème. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de souci. Tu dois bien te débrouiller. Écoute, avec plaisir pour découvrir ça. Quand on voit ce que tu as fait, on peut penser quand même que ça marcherait, quoi. Ça marcherait. Il n'y a pas de raison. Julien, dernière question que je voulais te poser. Alors, on vit tous une période très particulière. Nous qui sommes avant toute chose, on est des fans de sport auto. Donc, bien évidemment, on n'a pas de sport auto, on n'a pas de Formule 1, on n'a pas de rallye, on n'a pas de course de côte. Toi, qui es justement professionnel, on va dire, du secteur et puis qui est passionné aussi avant tout, c'est quoi ton regard là par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit sur les épreuves nationales, mondiales? Quel est ton regard, toi, sur la situation? C'est difficile parce qu'il faut essayer d'avoir un peu de recul. La situation, elle est grave, elle est lourde. Donc, c'est compliqué dans ce contexte
de se plaindre de ne pas faire de sport auto ou de choses comme ça serait déplacé parce que la priorité aujourd'hui, c'est que les gens aillent bien. Donc voilà, donc priorité absolue à l'aspect sanitaire des choses et je pense qu'il faut qu'on soit tous un peu responsables et d'abord penser à ça. Je suis comme beaucoup de gens en manque de ce qui me passionne et de ce qui me fait vivre et de ce qui m'anime, qu'est le sport auto. Maintenant, je suis en bonne santé, mes parents et ma famille le sont aussi et aujourd'hui, c'est la seule chose qui compte. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est sûr qu'il y a une économie derrière le sport auto. Ça fait vivre beaucoup de gens en France, partout dans le monde. Ça donne du rêve aux gens. Moi, j'ai souvent des gens qui viennent me voir en me disant « Ah, c'est génial ce que vous faites, merci pour ce que vous faites ». Et ça me gêne toujours parce que on voit aujourd'hui, il est plus important qu'on ait des soignants et des gens qui prennent soin de nous que des gens qui commentent le sport auto. Mais on me dit aussi « Oui, mais vous faites du bien aux gens, vous divertissez les gens ». Et c'est aussi important parce que ça fait du bien aux gens de voir des courses et d'en suivre, etc. Donc, je prends mon rôle à cœur aussi, même s'il n'est pas vital du tout. Je pense qu'on fait du bien aux gens. Donc, pour résumer, voilà, il faut espérer que ça puisse repartir rapidement parce qu'il y a des entreprises dans le sport auto qui aujourd'hui sont en danger et qui ont besoin que les courses reprennent. Il y a des circuits, des organisateurs, des pilotes, des entreprises qui gravitent dans ce domaine qui ont besoin que ça reprenne. Il faut espérer qu'on arrive à le faire rapidement et surtout dans des conditions de sécurité maximum. Et voilà, et puis ça va faire du bien à tout le monde parce que quand on va réentendre des moteurs, qu'on va revoir des voitures de course, ça va nous faire du bien à tous. J'espère qu'on savourera encore plus parce que ce qui était acquis depuis toujours, on allait chaque année à la même course au même endroit. Là, cette année, on en est privé et on se rendra compte peut-être encore un peu mieux de la chance qu'on a de pouvoir aller voir une course, de la chance qu'on a à pouvoir être derrière un volant pour certains d'entre nous. Et voilà, j'espère qu'on savourera encore plus les moments auxquels on aura le droit dans les mois qui viennent, j'espère. Je te confirme que moi, en tout cas, personnellement, j'ai hâte comme jamais. Je pense qu'on est tous, Bien sûr. on est tous d'accord. Julien, je te remercie infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, chers invités, d'habitude, j'ai toujours une petite habitude dans mon émission. Je laisse le mot de la fin à chacun de mes invités. On va, comme d'habitude, le faire. Je vais vous laisser un petit mot de fin pour conclure cette émission. Anne, si vous voulez commencer, je vous laisse libre cours, c'est à vous. D'abord, je suis contente. C'est ma première visioconférence. Je suis contente Je suis ravi d'en être l'auteur. Je suis ravie de retrouver d'une certaine façon le sport automobile, les souvenirs. Je suis ravie d'avoir écouté Julien et c'est passionnant son parcours. Je suis ravie d'avoir rencontré à nouveau mon camarade Bernard Chambéraud que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Je suis ravie de m'être replongée dans le sport automobile qui pour moi a été une aventure absolument exceptionnelle, incroyable. Surtout quand on a été mère de 3 enfants, c'est un parcours spécial et ça reste un souvenir fabuleux, une aventure extraordinaire. Et je vous remercie de m'avoir replongé là-dedans. Et puis, je fais un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent et en leur disant que je suis contente d'avoir été à leur contact à nouveau. Moi, je suis certain en tout cas que beaucoup de gens seront ravis de vous revoir, Anne. Ça, c'est certain. Et moi, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est un vrai plaisir que de vous avoir et de vous retrouver. Bernard, pareil, même exercice, le petit mot de la fin. Très heureux aussi d'avoir revu Anne, parce qu'il y avait très longtemps que je n'avais pas revu. Et puis Julien, parce que Julien, je suivais un peu le rallycross, parce que j'adore le rallycross. Comme je suis un pilote qui aime la glisse, donc le rallycross m'intéresse beaucoup. Donc j'ai suivi un peu ses résultats à l'époque. Et puis je remercie surtout les personnes soignantes, parce que je pense qu'il faut être très sérieux à l'heure actuelle, bien écouter ce qu'ils nous disent, pour ne pas leur donner plus de travail qu'ils en ont déjà. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, je pense, et qu'on pourra reprendre le sport auto le plus vite possible. Voilà, je remercie tout le monde. C'est déjà très bien. C'est un mot de fin parfait, Bernard, pas de souci. Julien, ton petit mot de la fin ? Écoute, évidemment,
complètement d'accord avec ce que vient de dire Bernard. Il faut avoir une pensée pour tous les gens qui prennent soin de nous aujourd'hui, que ce soit les soignants ou d'autres corps de métier. Être vraiment prudent pour qu'on ait la chance de pouvoir reprendre bientôt une vie normale, on va dire, et retourner sur les circuits ou sur les routes. Et puis voilà, de garder cette passion qui est la nôtre, parce que je pense que c'est une belle passion, elle apporte plein de belles choses quand elle est vécue intensément, dans le respect aussi, parce que, encore une fois, je pense qu'il faut respecter tous les acteurs du sport auto, du premier au dernier. Et voilà, j'ai hâte qu'on puisse repartager des bons moments. J'ai hâte de découvrir la course de côte, la montagne de plus près. Et je pense qu'on aura encore de belles histoires à raconter et c'est la partager. Voilà, prendre la passion telle qu'elle nous est livrée, telle qu'on la reçoit quand on en prend plein les yeux, plein les oreilles, etc. Et surtout penser à la partager, à la répandre, parce que c'est encore plus agréable quand on la partage. Donc, continuer à être passionné et à partager la passion, c'est important. C'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, écoutez, pour terminer cette émission, déjà, Bernard et Julien, on attend de voir un petit peu comment ça va se goupiller, mais on a hâte de voir Julien à l'œuvre dans la Norma de Damien. Ça sera avec. On filmera tout ça et on vous fera vivre ça. Le jour où on arrivera à monter ça, je parlais de partage à l'instant, on fera partager l'expérience en temps réel aux gens. Avec plaisir, on le relaiera avec bien évidemment grand plaisir. Bon, cette émission, elle arrive à son terme, bien évidemment. Je remercie tous mes invités, Julien, Anne, Bernard. Ça a été un immense plaisir que de vous avoir pour cette émission un petit peu particulière. Je vous le rappelle, les amis, vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews confinées sur le groupe des Mordus de la course de côte. L'information s'affiche en bas de votre écran. Restez connectés car il y aura bien évidemment dans les prochains jours de toutes nouvelles vidéos à découvrir. N'hésitez pas à devenir membre du groupe, à partager ces vidéos. Merci à tous les amis, bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Salut.